comme si, tu vois, chez les gens, c'est bien chez les autres, mais chez nous, on ne fait pas quoi. Mais on montre c'est le RC qui fait. On m'entend? J'ajoute un peu. C'est bon? Bon, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais commencer rapidement par quelques remerciements, parce que je pense que c'est le genre de truc où après tout le monde n'est plus là quand on les fait. Donc je veux remercier avant toute chose l'AIA de l'ENSAM, qu'on a préparé à l'association des anciens apprentis, des apprentis de l'école, on a préparé cette conférence. Il y a aussi la 4NP qui est l'association des anciens apprentis, la communication de l'école, avec qui on a fait on a pas mal travaillé sur les semaines précédentes. Et également Claude Bonnet de l'AIA qui nous a fait une belle affiche et qui s'est occupé de préparer toute la partie questions en direct. Et il a passé quand même pas mal de nuits blanches à travailler sur ce sujet alors qu'on a pas mal d'examens. On a décidé de faire une conférence sur le big data, donc c'est une idée qui est un peu arrivé il y a quelques mois. Et je voudrais pour ça remercier Jérémy Dehinou, c'est un ami qui n'est pas là, qui est parti au Mexique, qui m'a présenté Antoine. Il est actuellement étudiant et il a connu en fait Antoine Brachet dans une ancienne entreprise dans laquelle il a travaillé. Et c'est pour cette raison que maintenant je vous introduis Antoine, qui est un étudiant qui a fait le CP Europe, qui ensuite a été dans du conseil en stratégie chez Ernest, c'est ça? Ernst & Young, qui ensuite a continué en étant directeur développement et marketing. Ah, c'est un peu de Ernst & Young. Directeur en développement et marketing chez Total Immersion, qui est une entreprise de réalité augmentée, et qui a continué là, qui est directeur de développement donc chez NetVibes. Et je voudrais vraiment le remercier parce qu'il a été vraiment un vrai levier sur ce projet. Il a été vraiment tout le temps présent pour nous relancer, pour nous écouter sur notre cahier des charges. C'était le premier de nous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez pour cette conférence. Donc vraiment le remercier pour ça. Et c'est aussi une personne qui a beaucoup d'activités à côté, dont des activités qui va vous présenter juste à présent. Donc c'est pour cette raison que je voudrais vous l'applaudisser pour le travail que je vais vous présenter, s'il vous plaît. Effectivement, on a pris pas mal de temps pour préparer cette conférence avec Fabio et Benjamin. Avant de commencer, il y a quelques-uns d'entre vous qui me demandaient ce que j'avais passé en introduction. Là, c'est des paroles en fait qui sont tirées d'un film de Philippe Garrel qui s'appelle Liberté la nuit, qui a été réalisé en 1983, et on entend en fait la voix de Jean-Pierre Léo qui parle. Et c'est pas anodin, vous allez vous rendre compte au cours de ces quelques moments qu'on va passer ensemble si j'ai choisi ce passage. J'espère qu'après vous l'aimerez autant que moi. Alors, Fabio m'introduisait notamment sur les choix professionnels que j'ai faits. Il y a deux choses dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est des choix professionnels. Et l'autre chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est des sujets extrêmement techniques. Fabio m'a raconté ce que vous avez comme type de conférence. Notamment, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une conférence sur les écosystèmes de sous-marins. Je suis incapable de dire le moindre mot à ce sujet, donc c'est également un sujet qu'on n'abordera pas. En fait, on va parler de trois choses. On va parler mon témoignage justement sur les chemins que j'ai pu prendre, surtout les chemins de traverse. On va parler du fait que le monde change et que ça a beaucoup d'implications. Donc j'ai sélectionné quelques exemples pour les évoquer avec vous et vous les faire comprendre. Et puis ensuite, et c'était en fait tout l'objet de cette conférence, la manière dont elle s'est conçue, c'est qu'elle devait surtout pas être sur un sujet fermé, mais sur un sujet d'ouverture. Donc ce qu'on a évoqué, c'est en fait l'opportunité formidable que vous avez à votre génération d'être au monde à ce moment-là. Il y a 1 milliard de trucs à faire et j'espère que cette conférence vous donnera quelques idées. Alors je disais qu'il y avait beaucoup de terrains de jeu. J'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est le Big Data, que je ne vais surtout pas décrire de manière technique, encore une fois, je pense que vous serez bien meilleur que moi là-dessus, mais à travers les usages. Et le deuxième, qui est la révolution du vivant. C'est ces éléments-là qu'on va parcourir ensemble pendant je vais essayer de faire moins d'1 heure pendant que je parle, et pour les questions qu'on aura ensemble, et le dialogue qu'on aura ensemble à l'issue de cette conférence. Alors, ça c'était l'image qu'on a choisie. Vous verrez à la fin que cette Une du Time, qui est parue en 2006, qui changeait complètement le paradigme de fonctionnement en disant ce qui est important, c'est pas une personnalité particulière, Barack Obama, Mère Teresa, François Hollande, je ne sais
sais quel scientifique ou autre, c'est n'importe lequel d'entre nous, pour une raison précise, c'est qu'on contrôle l'information. Donc c'est la question qu'on va se poser. Et voir pourquoi ce changement de paradigme a des impacts réels pour vous. Et avant de vous parler de ça, je vais vous parler un peu de moi. Mais moi, en fait, de manière assez rapide et succincte, en fait, parce que ce que je veux vous dire pour commencer, c'est qu'en fait, je suis affligé d'un terrible handicap, mais vraiment, vraiment sérieux. Et l'autre problème, c'est que je pense, compte tenu de l'endroit où je me trouve, que vous avez à peu près tous dans cette salle le même handicap que moi. Ce handicap, c'est que je suis un très bon élève. En fait, un trop bon élève. C'est-à-dire que grosso modo, en préparant cette conférence, j'essaie de me souvenir des choix éclairés que j'ai pu faire avant l'âge de 30 ans. J'en ai décelé un. Un parce que en seconde, donc j'avais des bonnes notes, comme je pense que vous en avez tous eu, et tous mes profs me poussaient à aller en première S. J'ai choisi la ES. Qui d'entre vous était en première S? Levez la main. Ok. Et qui d'entre vous a été en première S par vocation? Ok. À peu près 40-50%. Je pense qu'en tout cas, la question mérite d'être posée. Là, je vais commencer par vous parler de deux choses que j'appelle à ce stade des anecdotes, qui sont des anecdotes qui, moi, m'ont fait considérer les choses autrement. La première, c'est une copine qui est prof d'anglais. Elle est à Strasbourg, ça fait 9 ans qu'elle est prof. Et je dînais avec elle récemment, et elle me racontait sa vie de prof, et elle m'a dit qu'en fait c'était très simple, ça s'était passé en 3 périodes de 3 ans. La première période de 3 ans, elle avait la foi chevillée au corps, elle voulait vraiment éduquer ses élèves, elle avait des élèves notamment en 4e, et elle utilisait les méthodes qu'on lui avait données pour transmettre cet amour de l'anglais et faire en sorte que les élèves progressent. Pendant 3 ans, à la fin, je dis, les élèves, tu les emmenais de quelle note à quelle note? Parce que j'étais un ancien consultant, je voulais mettre tout ça en papier, en matrice, tout ça. Et grosso modo, je les prends à 3 sur 10. Et au bout de la fin de l'année, sur ces 3 ans où elle a procédé avec cette méthodologie, je les ai emmenés à 3,2 sur 10. De 3 à 3,2. Elle avait tout donné. 3, 3,2. Ensuite, elle s'est dit, et il se trouve que c'est une copine que je connais, parce que je fais du théâtre aussi, et elle est dans ma troupe de théâtre. C'est Christine. J'espère que je vais la rencontrer, elle est très sympa. Elle m'a dit, mais j'ai fait un truc génial il y a quelques années, c'est qu'en fait, je me suis dit, moi, c'est quoi ce que j'aime? C'est le théâtre. Donc je vais essayer d'utiliser le théâtre pour apprendre à mes élèves. Et donc elle s'est mise en quête de pièces à leur faire jouer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film d'Elef Kechiche qui s'appelle Esquive. Grosso modo, elle a utilisé à peu près le même type de méthodologie en essayant de pousser les élèves à apprendre avec des méthodes de théâtre. Et là, quand je pose la question, mais tu les emmènes combien tes élèves? La réponse, elle a fusé son attente, c'est de 3 à 6. En gros, c'est-à-dire que quand elle s'est mise à enseigner l'anglais, non pas sur les méthodes qu'on lui avait proposé de faire, mais je suis complètement ébloui en fait. C'est pour ça que je bouge beaucoup. Mais en fonction de ce qu'elle aimait, elle avait multiplié par 10 son résultat au final. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience. C'est une anecdote parmi d'autres, vous en avez sans doute vécu quelques-unes. L'important, en fait, c'est de les noter. C'est un premier moment où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a une autre anecdote qui a atteint le même résultat. On va là essayer de voir quelle est la valeur monétaire d'une milliseconde. Alors, pour en venir à cette valeur monétaire et à voir combien vaut une milliseconde aujourd'hui, je vous raconte une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez la Fed. La Fed, c'est la Banque fédérale américaine. Vous connaissez? Vous voyez à peu près c'est quoi l'objectif d'une banque centrale. L'objectif, c'est, grosso modo, de faire un arbitrage. Il y a des débats entre ce qui se fait aux États-Unis et en Europe, mais aux États-Unis, c'est de faire un arbitrage entre la croissance et l'inflation. Donc, on va faire varier le taux d'intérêt directeur, et comme ils font varier leur taux d'intérêt directeur, grosso modo, ça impacte l'ensemble de l'écosystème économique. S'ils bougent le taux directeur de 0,25 points vers le haut, c'est typiquement, ça fait augmenter le cours de l'or de 4%. Voilà, donc ça a des gros impacts. C'est ce que fait la Fed. Et en fait, il s'est passé quelque chose, je ne sais plus laquelle date, je crois que c'est le 18 septembre. Le 18 septembre 2013, oui c'est bien ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand la Fed publie un changement de taux directeur, c'est à 14h, horloge atomique très précisément, voilà, et personne n'a le droit de communiquer avant. Or, on s'est rendu compte que Chicago, qui est plus loin que New York, avait passé des ordres avant New York. Or, une milliseconde, en fait, c'est 100 km. Avant la valeur monétaire. Et Chicago est à 900 km de Washington, New York est à 300 km, des ordres ont été passés à Chicago avant. On se dit, il y a un vrai problème. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé qu'aujourd'hui,
Avant, la bourse était simple, il y avait des gens dans une corbeille, vous avez sans doute été visiter la bourse à Paris, où on va dire, voilà un prix qui est affiché, moi j'en veux pas, et ben, l'offre et la demande va s'ajuster de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. On fait ce qu'on appelle du trading haute fréquence. Grosso modo, c'est avec des ingénieurs, pondent, et qui sont devenus traders, des algorithmes qui permettent d'anticiper des décisions et de dire en fonction de tel et tel type d'arbitrage, eh bien, on va pouvoir acheter de l'or par exemple ou vendre de l'or. Or, à Chicago, il y a deux petits malins qui ont eu cette information donc avant les autres. À 7 millisecondes, ils ont gagné 20 millions de dollars. Une milliseconde, 3 millions de dollars. Une milliseconde, 3 millions de dollars. C'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Là, je ne porte pas de jugement sur ce sujet-là, et on viendra par la suite à des analyses qui peuvent être faites de ce type de phénomène. En tout cas, c'est le monde dans lequel on vit. Là, je me suis aussi dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas. Donc derrière, je suis tombé dans la prospective. La prospective, en fait, c'est super simple. C'est que ces anecdotes que je viens de vous raconter, en prospective, on appelle ça des signaux faibles. Et ben moi, ça m'est tombé sur la tête. Je me suis dit, j'en ai repéré comme ça, un, deux, si on est plein, en repérer plusieurs, peut-être que ça peut être super intéressant. Donc j'ai commencé à rentrer dans le groupe de réflexion, qui s'appelle Futurbulence, qui élabore des scénarios prospectifs. On élabore des scénarios prospectifs sur la base de ces signaux faibles. Donc, on en a vu un certain nombre au cours de l'année écoulée, et il y en a deux que je voudrais mentionner. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle Successful Losers. Je ne sais pas si vous êtes passé par hasard, je pense que vous êtes curieux, vous avez plein de journaux, sur un article qui a été publié dans Wired il n'y a pas très longtemps, qui dit que Google est en train de changer intégralement son mode de recrutement. Grosso modo, on passe d'une situation dans laquelle Google, jusqu'à présent, analysait ce qu'on appelle le GPA, qui est le Grade Terminal Average. En gros, c'est la moyenne pondérée de toutes vos notes pendant votre scolarité. Dès que vous êtes dans les meilleurs, grosso modo, vous avez le droit d'aller passer des entretiens chez Google. Et pour ceux qui sont les meilleurs des meilleurs et qui, après 15 entretiens, ont réussi à être meilleurs que les autres, vous êtes embauché chez Google. Ça, c'était le système jusqu'à présent. Aujourd'hui, le système de recrutement est en train de complètement évoluer. Et il passe de ce GTA à quelque chose de complètement différent. Ce que Google met en place aujourd'hui, c'est un système dans lequel on se fout royalement des notes que vous avez pu avoir pendant votre scolarité. En revanche, on regarde, c'est si vous avez, un, pris des risques, deux, si vous êtes confronté à l'échec, et deux, si face à cet échec, vous avez fait preuve de résilience, ça c'est des concepts développés par Sonic, et que vous avez été capable de rebondir. Et si vous rassemblez l'ensemble de ces facteurs, là, vous avez le droit d'entrer chez Google. Parce que Google meurt d'absence d'innovation maintenant que c'est devenu une grosse structure. Donc concrètement, si vous vous souvenez de ce que je vous disais en introduction sur le fait que j'ai un gros handicap et qu'on le partage, il est vrai que même les Google est en train de s'en rendre compte et ne m'embaucherait plus aujourd'hui, puisque j'ai des très bonnes notes, mais je n'avais pas pris assez de risques. Voilà ce que Google met en place. Un deuxième signal faible, donc on les appelle plus des anecdotes, mais maintenant on met des signaux faibles, c'est agence de location d'amis. Celui-là, je crois qu'il a été trouvé par Lucas, qui est dans la salle. Donc on a une page Facebook et on poste ces signaux faibles. Agence de location d'amis, grosso modo, on est au Japon. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller au Japon dans leur vie, c'est un pays absolument magnifique. Il y a un truc particulier qui est qu'on n'a pas beaucoup de temps disponible. On travaille beaucoup, on n'a qu'une semaine de vacances par an, on prend rarement. Résultat, il y a ce qu'on appelle une niche de marché qui s'est créée au Japon, c'est là que ça a commencé, puisqu'il y a des gens qui se sont dit, donc quand on n'a pas de temps libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de plein de choses, y compris pas le temps d'avoir des amis. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez vous de l'amitié, moi, titre personnel, je trouve que c'est quelque chose d'important, mais derrière, il y a un business qui s'est créé. Donc en fait, là-bas, le business qui s'est créé, c'est très simple, c'est si vous payez l'équivalent de, donc en yen, l'équivalent de 20 € par mois, vous avez accès à une base de données de 200 000 amis potentiels, et ensuite, si vous voulez avoir des amis, vous les payez 10 € de l'heure. Voilà, c'est ça le système qui se met en place. Encore une fois, l'objectif ici, c'est surtout pas d'avoir un jugement, mais c'est de prendre conscience du monde vers lequel on va. Et ensuite, c'est libre à chacun d'entre vous de s'interroger sur le caractère normalement désintéressé de l'amitié. Voilà. Donc les signaux faibles. Donc la méthodologie prospective, vous pouvez lire des milliers de pages sur le sujet, extrêmement savantes. Il y a des thèses entières qui ont été posées sur le sujet. Je vais vous résumer en une slide, parce qu'en fait c'est super simple. C'est que vous prenez ces signaux faibles, j'en ai repéré quelques-uns, je vous en ai fait partager quelques-uns, et ensuite vous les catégorisez en 4 catégories. Les invariants, on pense que ça ne bougera jamais, des changements certains, on dira à qui ça va bouger, et puis au milieu, on a des aléas et des tendances. Il est possible que, il est probable que. Donc on va classer l'ensemble de ces signaux, grosso modo selon ces 4 axes, et qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On va identifier ce qu'on appelle des incertitudes clés. En gros, est-ce que ça va varier dans un sens ou dans l'autre?
Voilà ce qu'on fait en prospective. Vous voyez, je vous ai sauvé à peu près une centaine d'heures de lecture de thèse pour comprendre ce que c'est vraiment très très simple. Derrière, nous on a travaillé sur un univers, il y a 2 ans, qui était l'univers européen. Et en fait, donc, quand on fait ça, le but du jeu, c'est de se projeter dans un avenir possible. En se disant, je ne vais surtout pas écrire une thèse, je vais écrire un scénario dans lequel je vais faire vivre des personnages, un peu comme quand vous lisez des romans, et qui vivent dans ce monde projeté, pour essayer d'ensuite me dire est-ce que ça m'intéresse ou pas. Donc là, nous, on l'a fait avec 2 incertitudes clés. Donc là, je pense que vous allez vous retrouver aussi, parce que ma phrase va partir un peu dans tous les sens, mais là, c'est cadré, c'est une matrice, etc. Donc vous avez un premier axe qui est est-ce qu'on va garder ou non la monnaie unique européenne, et il y a un deuxième axe qui est, grosso modo, est-ce que les formes classiques de pouvoir vont rester traditionnelles, typiquement de la démocratie représentative, donc plutôt Colberto-Jacobin, si vous voulez, ou est-ce que ça va devenir plutôt ce qu'on pourrait appeler des Wikinomics, démocratie directe, chacun vote en temps réel, etc., etc. Et en fonction de ces éléments, il y a eu 4 équipes qui sont conseillées de manière aléatoire. C'est pas je veux défendre tel sujet, c'est aléatoirement vous devez construire un de ces scénarios. Donc là, à l'issue de cette année passée chez Turbulence, on a eu un discours d'un témoin de mariage en 2025 qui expliquait le monde dans lequel on est. On a eu un dessin fait en création, je ne sais pas si vous connaissez ces méthodologies où vous parlez, puis il y a quelqu'un de très très fort qui dessine en même temps, donc ça donnait lieu à un dessin. On a eu une pièce de théâtre réelle qui a été montée, qui a été faite sur le sujet, avec 3 générations qui se rassemblaient le jour de l'euro, et qui défendaient le scénario, donc Wikinon, on va l'appeler comme ça. Et donc moi, aléatoirement, j'ai été choisi dans le 4e scénario qui est WikiWik, donc l'euro est sauvegardé, et le mode de fonctionnement est plutôt en démocratie directe. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une fausse émission de télévision avec des intervenants qui étaient 4, qui avaient tous participé à la construction de ce système dans lequel maintenant on vivait. Moi, j'incarnais l'un de ces intervenants, je m'appelais Winston. Je pense que certains d'entre vous auront saisi, oui, la référence à 1984, vous avez peut-être vu de George Orwell. En gros, j'étais déçu. Je n'étais pas vraiment en phase avec le système que j'avais construit. Et au cours de cette émission, face à 350 millions d'Européens, en fait, on peut faire plein de trucs, donc face à 350 millions d'Européens, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il fallait voter pour qu'on arrête ce système-là. Donc voilà ce que j'ai fait dans ce scénario-là. Et en fait, ce scénario, pour que vous le compreniez, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a pu dire sur le sujet, parce que ça ferait l'objet d'une conférence à Bruxelles, mais grosso modo, on s'est projeté dans un monde de transparence pure et parfaite. De la même manière qu'aujourd'hui, le capitalisme a une forme de concurrence pure et parfaite, ça vous devez connaître ces concepts-là, on s'est dit que ce serait intéressant de se projeter dans un monde de transparence pure et parfaite. Un monde dans lequel, quelle que soit la moindre interaction que vous ayez, parce que dans ce monde qu'on décrivait, grosso modo, chacun d'entre vous passe en moyenne 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, maintenant on y est proche, il y a 3 ans ça paraissait déjà étrange, et vous êtes abonné en moyenne avec les réseaux sociaux. Dès que vous avez la moindre interaction sur le moindre sujet, ça crée en permanence une réputation qui est tenue à jour en temps réel. On sait exactement qui vous êtes, et on sait exactement quelles sont les interactions que vous avez le long de la vie. Et là on s'est un peu marré, je pense qu'on avait passé une très bonne soirée quand on a conçu ça, à imaginer qu'en fait, sur la base de ce volume d'amitié, ce nombre d'interactions, ça vous donnait des droits. Exactement comme pendant la guerre, vous aviez des tickets de rationnement, parce que la nourriture, par exemple, était en quantité limitée, était non abondante. On vous donne des droits en fonction de votre réputation, de votre nombre d'amis. Donc plus vous avez d'amis, plus vous avez d'interactions avec ces amis, plus elles sont estimées comme étant positives pour le bien commun et pour la collectivité, plus vous avez des droits. Donc en gros, vous avez des droits de tirage sur la société en fonction de vos nombres d'interactions. Alors les droits, ça peut être des droits à la retraite, des droits au chômage, des droits d'assurance, toute une panoplie de droits auxquels vous n'avez accès qu'en fonction de vos nombres d'interactions. Donc là, c'était le monde qu'en tant que Winston, je considère qu'on avait peut-être été un petit peu trop loin. Voilà le monde qu'on a bâti il y a 2 ans lors de ce scénario chez Turbulence. Ça, c'est ce qui m'a donné envie de dire, ok, bon, arrêt sur l'image. Là, à l'époque, je lisais un essai d'un mec qui s'appelle Le Monde, qui s'appelle Le Bazar et la Cathédrale. Vous devez connaître, en fait, c'est avec l'émergence de Linux. C'est un bouquin qui a été écrit en 99 et qui dit, grosso modo, on a toujours pensé que l'organisation en système structuré, hiérarchique, est ce qui marche le mieux. Ça, c'est la citadelle. La cathédrale, pardon, j'étais un peu trop loin. Là, c'est la cathédrale. Nous, on va faire autrement, et donc les systèmes se sont lancés type Linux. Donc on a créé un système non hiérarchisé, non structuré, avec plein de codeurs qui codaient partout, et Linux marchait beaucoup mieux que les OS existants. De la même manière que Firefox, à un moment, a pris un certain nombre de parts de marché quand même sur Internet Explorer, qui
qui avait été conçu par un grand chef, puis 10 sous-chefs, puis 100 sous-chefs, puis 10 000 codeurs. Et que ça marchait beaucoup mieux. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Puis j'ai rencontré plein de copains qui pensaient un peu la même chose, et ça a commencé de cette manière-là. A été à un moment édité cette année, je crois que c'était il y a 2 mois, un classement qui s'appelle le classement Choiseul. Ce classement Choiseul, donc là il y a une mini-image que vous ne reconnaîtrez absolument pas, mais grosso modo, l'objectif c'est publié dans Figaro et dans d'autres journaux, mais c'est Figaro plus, je crois, à l'exclusivité de la première publication, c'est les 100 qui feront la France de demain. Donc on va essayer de réfléchir les 100 jeunes de moins de 40 ans qui feront la France de demain. Alors moi j'ai eu accès à cette liste, je l'ai lu comme tout le monde en ligne, et en regardant, je me suis dit mais c'est bizarre, ils ont tous le même profil. Alors j'en connaissais un certain nombre, parce que quand on a 35 ans, on commence à connaître des gens qui, eux, sont repérés comme étant des gens qui peuvent faire bouger la France, et des gens qui sont des amis et que j'estime beaucoup. Simplement, je ne pense pas qu'à eux tout seuls, ils soient complètement représentatifs. Donc là, il y avait un post sur Facebook d'un gars que je ne connaissais pas à l'époque qui a dit « Mais c'est quoi cette histoire? Moi je ne crois pas à Choiseul, c'est autre chose. » Donc moi je lui ai répondu en disant Jérôme, parce qu'il s'appelle Jérôme, écoute, au lieu de dire que c'est pas bien, peut-être on pourrait faire quelque chose à la place. Donc on a lancé un mouvement qui s'appelle Propose ton barbare. Donc on a fait un groupe Facebook avec un vote, vous savez, en ligne, puis on a dit voilà, si vous connaissez des gens autour de vous dont vous pensez qu'eux sont représentatifs de la France de demain, désignez-le. Et aujourd'hui en faisant ça, alors j'ai mal fait ma slide, mais en gros il y a 500 personnes là-dedans qui évoluent, et pour chacune d'entre elles, il y aurait 1000 anecdotes à vous raconter sur ce qu'ils mettent en œuvre dans leur vie tous les jours. Ils ne sont pas dans le classement Choiseul, ils font des trucs qui font réellement bouger la France. Peut-être Armel Lecause. Armel Lecause est en train de faire le tour de France des maires pour aller discuter avec eux des nouvelles formes de démocratie. Voilà, vous ne connaissez pas, je crois. Quelqu'un connaît Armel Lecause? Merci d'être connu. En tout cas, moi, je suis très à connaissance de ce sujet-là. Et voilà ce qu'il fait. C'est genre Armel Lecause, sinon il est freelance graphiste. Voilà, ça c'est son boulot, et il fait ça à côté. Et donc, avec un porte-voix, on a voté, donc on a 1000 barbares, qui sont des gens comme Armel Lecause, qu'on a envie de suivre et de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Voilà les choses sur lesquelles on s'est lancé. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. La seule chose qui me semble importante dans ce truc que j'ai lancé, c'est que ce soit un mouvement qui surtout ne s'institutionnalise pas. Parce qu'à partir du moment où on passe dans l'institutionnalisation, à partir du moment où ça devient une organisation, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent être chefs, c'est-à-dire que ça marche forcément un petit peu moins bien. L'organisation produit ses propres défauts. Donc, est-ce que cette initiative va marcher ou exploser en vol? Je ne sais pas. A contrario, je pense qu'au sein de ce mouvement vont naître un certain nombre d'initiatives qui vaudront le coup d'être suivies. Voilà, donc si vous voulez aller voir sur Facebook, ça s'appelle les 100 barbares, c'est un groupe et vous pouvez y adhérer. C'est ce qui se passe. Allô? Excusez-moi. Voilà. Donc je vous ai parlé de 2 terrains de jeu. Donc j'ai des terrains de jeu qu'on explore au sein des 100 barbares notamment. Donc il y en a 1000 des terrains de jeu. J'en ai choisi 2. Big Data parce que c'est un sujet qui est à mon avis intéressant de traiter. Et un autre qui est la révolution du vivant. Donc le Big Data, en fait, c'est intéressant parce que malgré ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas ça. En fait, c'est surtout pas ça. Parce qu'en fait, ça existe déjà. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est encore une fois, je ne vais pas le prendre d'un point de vue technologique, et je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui seraient bien plus experts que moi pour en parler sur l'accroissement du volume de données, parce que vous avez des scènes d'interaction qui sont générées, qu'il va y avoir des objets connectés qui eux-mêmes vont générer un certain nombre de données qui pourront être réutilisables, etc. Tout l'aspect technique, vous le trouverez très très rapidement en ligne, c'est pas le sujet. En revanche, le vrai sujet, me semble-t-il, c'est celui des usages. Donc revenons à vous. En préparant cette conférence, je cherchais le bon exemple. Et en fait, j'en ai trouvé un, vous savez sans doute qu'il y a eu une acquisition récente de WhatsApp par Facebook. Certains d'entre vous savent combien WhatsApp a été racheté? Ah, 19 milliards de dollars, exactement. Ça équivaut au PIB de 80 pays. Alors, 19 milliards, c'est exactement ça. Ça équivaut au PIB de 80 pays. Alors, j'ai réfléchi à d'autres exemples pour se représenter ce que peuvent faire les 19 milliards. Tout à fait juste. 19 milliards, c'est 40 Airbus à 380. 19 milliards, c'est 40% de la somme qu'essaye péniblement de chercher notre nouveau chef de gouvernement, Manuel Valls, en termes d'économie à générer d'ici 2017. Voilà, 40% WhatsApp. Bon. Il faudra peut-être
un sujet pour lui. 40% c'est aussi, si on, 19 milliards c'est aussi si on voit le nombre d'employés de WhatsApp, c'est 400 millions de dollars par employé. C'est beaucoup quand même. Mais alors en fait, le vrai sujet c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est que si on essaie de comprendre la bonne métrique, qu'est-ce que ça représente ces 19 milliards? En fait, ça représente forcément un prix, ça représente quelque chose. Et en fait, ça représente le fait que cette personne-là, avec une dose, n'importe lequel d'entre vous dans cette salle, moi y compris, en fait, on vaut 35 $. Il y a une communauté de WhatsApp qui fait 500 millions de personnes. Chaque personne, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, enfin à l'instant du deal entre Facebook et WhatsApp, ça signifie qu'on estimait que la valeur d'une personne, c'est 35 $. Ça vous rappelle sans doute des choses que vous avez dû lire sur le fait que quand un service vous n'achetez pas, c'est que vous êtes le produit. Donc on est le produit et on est estimé aujourd'hui grosso modo à 35 $. Voilà un premier cadre théorique pour poursuivre le schéma dans lequel je vais vous faire rentrer. Un deuxième cadre théorique que connaît particulièrement bien un des présents dans cette salle. Alors, Duc, désolé, il y a marqué Courtésie from Duc à Lyon, et c'est coupé. C'est un schéma dont tu m'as parlé, que j'ai trouvé très intéressant, c'est de se dire, voilà, quels sont les flux qui existent entre les différentes personnes. Jusqu'à présent, il y en avait deux principaux qui ont été exploités de manière assez absolue. L'argent, monnaie, et les objets, la matière, les what matters. Si on fait un bref historique, comment est-ce que tout ça s'est créé? C'est très simple, c'est que je passe très rapidement sur toute la période jusqu'à la fin du 19e siècle et à la révolution industrielle. Là, on fait un petit arrêt sur l'image, on est avec les travaux de Lovell qui ont donné lieu au taylorisme et à l'organisation scientifique du travail, donc appliquée derrière par Ford. Si on regarde, c'est des choses que vous devez connaître, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est très simple, Ford dit, bon, vous êtes un ouvrier, vous allez bien travailler, le salaire moyen il est de 1 $ par jour à l'époque aux États-Unis. Moi je dis, vous arrivez, vous laissez votre cerveau vestiaire, on n'a pas besoin que vous vous intéressiez à ce que vous faites, on n'a surtout pas besoin, on n'a même pas du tout envie que vous vous intéressiez à ce que vous faites, et en contrepartie, je vous donne 2 $ par jour, donc le double. Le sous-jacent, vous comprendrez bien que Ford n'étant pas complètement idiot, c'est que si je vous donne un peu plus d'argent, vous pourrez l'utiliser pour consommer et éventuellement acheter des Ford modèle T noir de Ford et donc faire tourner la machine. Voilà, c'est le système qui a été créé depuis un certain nombre d'années et qui s'est parachevé dans l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent, de ce que je racontais sur l'histoire de la Fed et du trading haute fréquence. On est passé de ce système-là à un système qui aboutit à l'exploitation absolue de tout ce qui était d'ordre financier. Donc on sait faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter et se dire on laisse tout ça tomber, l'argent c'est pas bien, c'est faux. Enfin, moi j'aime bien pour aller au restaurant, boire un bon whisky, il ne faut pas laisser tomber forcément. Mais par contre, il y a peut-être d'autres flux qui peuvent être intéressants de regarder. Des flux de confiance, des flux d'émotion et des flux de connaissances. Est-ce que quelqu'un dans la salle est capable de me dire ce qui fait la différence majeure entre ce que j'ai entouré, enfin ce que Duc d'ailleurs, parce que c'est la salle du Duc, à gauche et à droite? Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Ouais, Duc, toi tu sais. Quelqu'un d'autre? Vous êtes des ingés là, il faut... Une idée qui émerge. Ah. Alors il y a un peu de ça. Il y a deux critères en fait très précis. C'est que d'un côté, vous avez des flux qui sont non abondants et mesurables. Et de l'autre côté, vous avez des flux qui sont a priori jusqu'à présent non mesurables mais abondants. Si, puisque tu m'as bien répondu, je t'accorde ma confiance, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas l'accorder à n'importe quelle autre personne dans la salle. Ce n'est pas un problème. Sauf que le monde dans lequel on est en train de rentrer, je vous invite à vous interroger sur le fait que ces flux-là, quand vous likez, commentez, etc., il commence à y avoir une notion de mesure associée. La question associée, c'est est-ce que c'est bien ou mal? Encore une fois, je ne sais pas. Tout va dépendre des usages que l'on en fait. Mais c'est des interactions entre les gens qui commencent, par certains, à être mesurées. Alors, une petite seconde, je vais maintenant vous montrer quelques exemples concrets de Big Data
et d'usages associés justement à ces partages que vous faites au quotidien et la manière dont ça peut être utilisé. Le premier d'entre eux, celui que va lancer Fabio, vas-y, c'est voilà, une expérience qui a été lancée par la sécurité routière, que vous avez peut-être ou peut-être pas vu. Donc là, je me suis juste connecté avec mon compte Facebook. Et voilà ce qui va se passer. Donc là, en fait, vous avez vu une grande partie de ma vie, simplement parce que je suis connecté avec mon compte Facebook. Je regardais parce que le film que j'ai vu en préparant n'était pas le même, ça va vraiment très vite. Il y a quelques photos que vous avez vues, c'est effectivement le mariage de mon meilleur ami, c'était ce week-end. Voilà. Donc j'étais témoin. La question derrière, c'est encore une fois, c'est là l'usage, on peut considérer qu'il est positif. Campagne de sensibilisation à la sécurité routière. À titre personnel, j'ai plutôt tendance à rouler vite en scooter. Ayant vu cette campagne, j'ai un peu restreint ma vitesse et ça a eu un impact positif. Voilà. Bon. Ensuite, peut-être avant de passer à We Are Data, juste un truc, parce que je repensais à un truc sur la slide sur la confiance, c'est que vous vous souvenez qu'on avait dit que une milliseconde, c'était, on a dit que c'était 3 millions de dollars. On a dit qu'une milliseconde, c'est 3 millions de dollars. Et vous valez 35 dollars. Donc en fait, j'avais fait un petit calcul, effectivement, et je me suis dit, donc une milliseconde, en fait, si on compte non pas en argent, mais en nous, c'est 80 000 personnes. Donc c'est un stade de France. Donc une milliseconde, donc c'est 100 km, c'est 3 millions de dollars et c'est 80 000 personnes comme vous et moi. C'est intéressant en fait comme donc voilà, donc sur les gens comme vous et moi, on aime bien les jeux vidéo. Ça c'est l'exemple d'après. Vous sans doute peut-être plus que moi. En tout cas j'ai vu ça en préparant aussi la conférence. Je ne sais pas si vous connaissez la campagne marketing We Are Data. En gros c'est Ubisoft a lancé un jeu qui s'appelle Watch Dogs. Le concept du jeu c'est très simple, c'est vous êtes un hacker et vous pouvez vous connecter sur internet avec votre iPhone et regarder tout ce qui bouge. Ça a coûté 350 millions de dollars de budget pour lancer le jeu. Et donc, ils ont fait une campagne marketing associée qui a coûté un peu d'argent aussi, qui s'appelle We Are Data, où en fait, ils sont connectés à toutes les données publiques qui sont transmises typiquement par les mairies 3000. Donc là, on est à Paris. Là, en fait, on est où on est ici. Si vous tweetez, normalement, ça va pas ici. C'est la même chose à Chicago, à Londres. Et donc, le but, c'était de montrer justement la puissance des données. We Are Data. Donc là, ce qu'est en train de montrer Fabio, c'est les faits de circulation qui actuellement sont au rouge. Il y a les tweets qui sont en train d'être publiés, et vous avez à gauche, voilà, un tweet qui vient d'être écrit à proximité. Bon. Très bien. Voilà, donc en fait c'est très simple, vous laissez ce qui publie à côté, vous vous connectez là-dessus, vous connectez à l'ensemble d'informations. Voilà un autre usage, voilà un autre type d'usage des données qu'on est en train de produire. Sur ce type d'usage, on a un copain qui s'appelle Henri Verdier, qui est le directeur d'Etalab.
Et Talab, en fait, c'est du hacking de l'État. C'est un service qui dépend du SGMA, qui dépend lui-même de Matignon, donc maintenant Manuel Valls. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ce qui serait super intéressant, c'est qu'on puisse coproduire des données de manière citoyenne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On récupère toutes les informations qui sont publiées par l'État, donc il y a des dizaines de bases de données gigantesques, des fichiers structurés, Excel, CSS, que vous voulez, ou Access partout, et qui sont utilisés par personne, parce qu'elles restent dans l'État. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, va les rendre publiques. On va avoir une sorte de surcouche logicielle dans laquelle on va intégrer l'ensemble de ces données. On va surtout pas en être propriétaire, on va y donner accès, on va mettre un lien d'accès, et si vous ou moi, on souhaite les utiliser, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, là, je crois, ils ont lancé ça il y a 6 mois, il y a 13 000 contributeurs qui ont lancé 40 000 initiatives pour justement utiliser ces données. Des gens comme vous et moi qui se sont dit, soit à titre personnel, individuel, soit au sein de leurs organisations, ce qui pourrait être pas mal, c'est de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, typiquement, la typologie de données, c'était sur les logements en Ile-de-France et les logements également vacants. Donc là, je crois que tu as dû faire un zoom out, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont fait pour l'Île-de-France. Si vous voulez produire de la donnée sur les régions avoisinantes, allez-y, parce que ça sera d'utilité publique. Là, typiquement, si on rezoome sur Paris, on se rend compte que, de mémoire, le chiffre peut s'afficher si Fabio va sur Paris, on a, je peux lire les chiffres, on a à peu près 1 500 000 logements. Les logements vacants, on en a 100 000, et pour place de logements vacants. C'est à peu près 7%. Voilà, il y a à peu près 8% de logements vacants. Voilà, donc vous imaginez que ça, c'est une carte qui est utilisable par toute une industrie qui s'appelle l'industrie immobilière pour, en fonction des lieux, se demander où ça peut être intéressant de s'implanter. Voilà un autre type d'usage de données. Ah oui. Vas-y. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. When the money's coming your way, you don't ask any questions. But now it's clear. Lanigan's never been anything but a front. Do I tell the president? No. He'll wonder why I didn't know, which makes me look uninformed. Or he'll blame the messenger for involving him, which makes me look careless. No, it's a trap. I must keep this to myself. And the butchery begins. Alors, vous avez vu House of Cards? Levez la main parce que là je ne peux pas entendre tout le oui là. Ok, et ceux qui l'ont vu, vous avez vu un oui ou un non pour un massif. Allez-y, oui, non? Oui. Bon. J'adorais aussi, et je trouve que l'acteur là qu'on a vu, donc il est spécial, est génial. Vous savez comment a été construite cette série par son producteur Netflix? En fait, c'est très simple. Ils ont une base de données de 300 millions de personnes aux États-Unis, puisque le service n'est pas encore arrivé. On commence à arriver en Europe, ça arrive en septembre en France. Avec quelques problèmes, parce qu'on n'est pas forcément très bien armé, on verra. Et aux États-Unis, en fait, donc sur cette base de cette communauté de Netflix de 300 millions d'Américains, qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé toutes les interactions sur l'ensemble des séries précédentes. On a dit, on a vu quand les gens regardaient l'épisode d'après, quand ils ne regardaient pas l'épisode d'après, quand ils faisaient avance rapide, quand ils faisaient retour rapide, quand ils passaient des passages. Est-ce que c'était des séries plutôt politiques? Est-ce que des séries plutôt économiques? On a analysé l'ensemble de ces interactions, et ensuite, on a fait une sorte d'entonnoir, et puis à la fin, on en est arrivé à House of Cards. House of Cards, en fait, ça représente exactement ce que nous tous avons envie de voir. Et Netflix est au courant, puisqu'on a dit par nos interactions en tout cas les Américains ont dit, via leurs interactions sur le service Netflix, ce qu'ils aimaient. Donc House of Cards, on s'est dit, il nous faut un acteur qui serait dans le monde politique et qui sera interprété par Kevin Spacey, et il faut qu'il y ait, alors je ne vais pas dévoiler de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série jusqu'on arrive, mais il faut qu'il y ait tel type d'intrigue, et il faut que ça aboutisse de cette manière-là, il faut qu'il y ait une dose de cynisme, et on a produit House of Cards. Moi, à titre personnel, je suis assez heureux, parce que j'ai une thèse que je défends beaucoup, auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs, qui est de dire on prend souvent les gens pour beaucoup moins intelligents qu'ils ne le sont. Et en regardant House of Cards, je me dis, vu compte tenu de la série du produit fini sur la liste d'interaction, vu à l'envers, ça prouve, je pense, le fait que les gens peuvent avoir accès à des produits ou de la publicité qui ne sont pas de l'ordre du on veut juste vous vendre un truc très très facile et puis ensuite parce qu'on veut pas trop ça vous réfléchissiez. Donc on peut hausser le niveau de jeu si vous voulez. Voilà, donc pour moi
ma conviction, c'est que c'est plutôt positif. Voilà pour House of Cards. Ah oui, donc un peu dans le même concept, je ne sais pas si vous avez su qu'en 2013, il y a IBM qui a lancé un projet super intéressant. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pour ça, je me suis intéressé au domaine de la mode, il y a pas mal de films comme ça. Donc, moi, je ne connaissais pas trop l'histoire de Talon Aiguille, mais grosso modo, ce que IBM a fait, c'était de dire, ils ont inversé le scénario. Avant, quand on crée un produit, c'est très simple, c'est donc en mode, vous ne m'arrêtez pas si je me trompe, mais grosso modo, c'est il y a des créateurs qui font de la haute couture et qui vont imaginer les tendances dont chacun d'entre nous aura besoin demain. Donc il y a quelques privilégiés qui peuvent acheter très cher ces premiers produits qui présentent la mode de demain. Ensuite, vous avez du prêt-à-porter, et puis ensuite ça descend jusqu'à avoir les basiques de Zara, H&M, et puis ensuite on va chez Nike. Voilà. Et, comme ça, on peut faire l'ensemble de la chaîne de valeur. Bon, ça c'est comme ça que ça marchait jusqu'à présent. Ce qu'a fait IBM, c'est qu'en fait ils ont mis en place un système dans lequel ils ont récupéré toutes les interactions sur tous les forums, les blogs, sur l'ensemble de ce qui avait pu être dit au sujet d'un mot-clé qui est talon aiguille. Donc quand vous, mesdemoiselles, mesdames, vous êtes exprimés, quand vous, messieurs, vos petits amis, ont parlé de talon aiguille, si c'est le cas, je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans cette salle, mais peut-être. En tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions, je peux vous le dire. On a rassemblé tout ça et on a réussi à dire que l'année prochaine, le talon aiguille doit faire 6 cm. Alors, et donc il y a deux marques qui, associés à cette étude, ont décidé de mettre en place, de ne plus se fier à un créateur pour décider quelle devait être la taille du talon aiguille de 2014 de la collection de temporalité, je ne sais pas trop, mais de dire, c'est très simple, on va récupérer ce qu'on dit, la multitude, ce que dit chacun d'entre vous en cumulé, 6 cm. Voilà, donc les talons aiguilles chez deux marques, ce sera 6 cm, parce que un certain nombre d'entre nous ont interagi, on dit 6 cm, c'est bien. Voilà le projet qui me semblait intéressant de citer aujourd'hui. Nous, en fait, je crois que c'est la slide suivante. Ah oui, c'est moi qui l'ai appuyé. C'est moi. Là c'est NetVibes. Donc, je ne veux pas en parler trop parce que je ne suis pas là pour dire NetVibes c'est bien, très bien. NetVibes, en fait, je ne sais pas si d'entre vous savent ce qu'on est. On est un entonnoir géant. C'est-à-dire qu'on est capable de capter tout ce qui se passe sur Internet, toutes les données qui sont justement publiées sur des forums, des blogs ou autres. Et ensuite, on est capable de structurer cette information. Qui a parlé tel mot-clé, pourquoi, comment, qui est ambassadeur de tel type de choses. Et en plus, on est capable de mettre en relation de fichiers structurés, donc des Excel ou des CSV, pour dire typiquement, reprenons le cas d'Ubisoft. Voilà, Ubisoft, quand ils lancent leur produit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je vais l'annoncer au CES de, je ne sais plus où, en juin 2013, Watch Dogs. Ensuite, je vais dire, ça va être génial et le jeu va sortir en octobre. Pendant ce temps-là, j'essaie d'accumuler le nombre de préventes, ils suivent le nombre de préventes. Donc nous, on a fait un projet avec eux où le but c'était de dire, voilà, on va avoir d'un côté, voilà toutes les actions marketing qu'ils ont fait d'un côté sur Watch Dogs, de l'autre côté, l'évolution du nombre de préventes qu'on a mis sur notre tableau de bord, et hop, on voit les deux, on voit s'il y a des corrélations positives ou négatives entre les actions marketing réalisées et les autres. Ça, c'est notre partie du Aujourd'hui, chez NetVibes, on réfléchit aussi beaucoup à, comme si vous vous souvenez de ce que j'ai montré sur le projet Etalab, à faire en sorte de donner accès aux données à tous, de telle manière que vous puissiez vous-même créer vos propres analyses. Voilà. Et soit individuellement, soit au sein de vos organisations, vous dites, voilà, récupérez de l'information et essayez de voir si ça peut vous être utile. Parce qu'en fait, on fait un pari sur l'intelligence des gens. On dit que si on met à disposition de manière visuelle l'information, grosso modo, les gens pourront en déduire des choses, la multitude des gens pourront en déduire des choses pertinentes qui pourront servir à quelque chose. Très honnêtement, on ne sait pas pourquoi. Côté B2B, on voit à peu près ce qui se passe quand on commence à voir les projets. Côté B2C, on a hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà pour nous notre traitement du big data. Ah oui. Ah oui, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il marche là-dessus. Non, on ne meurt pas sur ce qu'on avance. Donc dernier exemple. Ça c'est un exemple que je discutais avec Elisabeth Hulin, qui était la présidente de Futurbulence avant que j'en prenne la charge, donc du groupe de prospective. Donc Elisabeth travaille beaucoup sur les notions de service public. Et en discutant avec elle, elle imagine un scénario, je crois l'intelligence, c'est de se dire, imaginez, vous êtes dans une zone rurale, on n'est pas à Paris, on est à Saint-Calvillo en Bretagne. Donc, qu'est-ce qui se passe à Saint-Calvillo? Vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train d'aller à la boulangerie pour acheter du pain. Et là, sur votre iPhone, vous récupérez une mission qui dit, ah, en fait, il y a Madame André, donc vous n'êtes pas le seul à la récupérer, la plupart des habitants de Saint-Calvillo la récupèrent, le reçoivent, une alerte, qui dit, ah voilà, il y a Madame André qui a besoin en fait de médicaments A et B.
Donc là, vous regardez, mais c'est génial, je passe à la pharmacie, enfin la boulangerie, c'est à côté de la pharmacie, et il se trouve que Madame André habite chez moi, donc à côté de chez moi, donc je peux lui rappeler. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites challenge accepted. Hop, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de rendre un service public, citoyen. Il n'y a pas besoin de mettre en place une mécanique complexe pour faire en sorte que Madame André puisse avoir accès à ses médicaments. Vous venez de le faire. Vous avez simplement reçu l'information et vous avez dit, tiens, moi je peux le faire à ce moment-là précis, pas de problème, je le fais. Derrière, ça pose des questions. La première question, c'est de se dire, la question principale plutôt, c'est de se dire, est-ce que ça doit favoriser, est-ce qu'on peut mettre en place, alors je vais l'exprimer sous cette forme, est-ce qu'on peut se demander si ça ne vaudrait pas le coup de mettre en place un impôt négatif? Vous avez rendu un service public et l'État n'a pas eu à le faire. On peut se dire, sur ce service rendu, vous avez 2 € qui sont déduits de votre fiche d'impôt, pourquoi pas? Vous avez rendu un service. À titre personnel, encore une fois, chacun peut faire son choix. Je pense que si vous vous souvenez de la théorie des 5 flux développée dans la slide d'avant, sur tous les flux qui sont à droite, je pense qu'il y a aussi plein de mécaniques intéressantes à mettre en place qui doivent rester du domaine du désintéressement. Vous l'avez fait parce que vous avez aimé rendre service et vous avez favorisé du vivre ensemble. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à garder en tête. Voilà sur cet exemple de service public 2.0. Qui conclut grosso modo la partie Big Data. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions à ce stade. T'avais pas un truc avec des tweets et tout? Il y a des questions à ce stade ou pas? Une petite... Voilà, 2-3 minutes. Je suis si clair que ça. C'est génial. Oui. Alors sur le fil rouge, c'était que les signaux que je vous avais donnés, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé d'anecdotes quand j'ai raconté l'histoire du théâtre et quand j'ai raconté l'histoire de la faible et du trading haute fréquence. Ensuite, je les ai requalifiés de signaux faibles. Ensuite, je suis passé à la prospective en disant qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles identifiés. Et le big data et la révolution du vivant, c'est des signaux qu'on peut interpréter comme étant des signaux forts. Voilà comment s'est construit le schéma de réflexion. Donc voilà pour la structure. Il y a d'autres questions à ce stade? Oui? Antoine, en fait, ce que vous dites depuis le début, est-ce que ce n'est pas le fait que les données qui sont dans votre big data n'existent, et ne peuvent même exister dans le monde qui arrive, que si je les produis sans qu'on me demande de les produire? Exactement. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on met en place des big data en forçant les gens dans un terrorisme toujours aussi existant à produire des données et donc du mensonge. C'est une interprétation. Mais c'est exactement ça, c'est que toutes les questions qui se posent aujourd'hui, c'est les Américains ont compris avant nous, grosso modo, si je synthétise, il y a quelqu'un que j'aurais cité ici qui est Nicolas Collin et qui a écrit un ouvrage que je vous invite à lire, qui s'appelle L'âge de la multitude. Les Américains ont compris avant nous, en tout cas les grosses sociétés américaines, Facebook, on évoquait Google ou autre, que là où était la valeur aujourd'hui, c'était se rapprocher de l'utilisateur final. C'est la surcouche, plus on est proche de l'utilisateur final, plus on crée de la valeur. Et plus la valeur, plus on a accès à la valeur et on est capable de la réintégrer et ensuite d'en faire ce qu'on souhaite. Concrètement, un mec comme Stéphane Richard, qui est patron d'Orange aujourd'hui, quand il a dîné avec Mark Zuckerberg, lui, il voyait toute sa chaîne de valeur d'Orange et il dit en fait, ce qu'on est en train de devenir nous, c'est des tuyaux. Donc en gros, avec plus aucune valeur associée. Et le maillage fait par Facebook, Amazon et autres, grosso modo, c'est se positionner au plus proche de l'utilisateur et donc justement pouvoir avoir accès à l'ensemble des données et ensuite ils choisissent leur modèle économique de valorisation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Derrière, ça pose plein de questions philosophiques que je ne peux pas vraiment traiter ici et je pense que à chacun se faire son avis. La vraie question c'est qu'est-ce qu'on donne, pourquoi? Voilà, il y a des questions à se poser. Moi, à titre personnel, vous l'avez vu, Facebook, je donne plein d'informations si vous n'auriez pas vu ma vie tout à l'heure. Parce que je pense que Facebook est aussi un moyen de créer des tribus qui sont intéressantes et qui peuvent en tout cas être utilisées de manière positive. Voilà, il faut s'interroger sur ces sujets-là. Et d'autres dans la salle que je connais s'intéressent aussi à est-ce qu'il y a un Facebook qui est un Facebook Connect, puisque le but du jeu c'est de pouvoir se connecter le plus rapidement possible à l'ensemble. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se poser la question d'un service de connexion de données avec un identifiant unique? Ça se fait en Inde aujourd'hui, ils sont en train de passer en identifiant unique 700 millions d'Indiens. Je ne suis pas sûr du bon nombre, on se rapproche du milliard plutôt. Et l'idée c'est qu'en fait,
il y a un identifiant, et la question derrière, c'est de se dire, en France, on se dit, ah ben non, je ne veux pas donner mes données, sauf qu'en fait, c'est déjà mort, le combat, il est perdu d'avance, on les donne déjà. Et la question qui se pose derrière, c'est de se dire, est-ce que c'est pas intéressant de se dire, ou pas, je ne sais pas, mais de dire, il y a un gouvernement qui est élu démocratiquement tous les temps, si son usage des données, je suis pas vraiment d'accord, hop, ben, je passe à un autre, parce que j'ai un processus démocratique qui fait le vote. Voilà. Mais c'est ces questions qui se posent effectivement aujourd'hui. J'ai répondu un peu longuement, mais effectivement, c'est un sujet important. Je vais avancer, parce qu'il y aura d'autres questions derrière. Donc, oui, pardon. Une question, c'est une personne qui voudrait savoir, en fait, si tu pouvais, en fait, préciser la notion de signe faible. C'est une bonne question. C'est une question à laquelle j'aurais envie de répondre en disant que le but du jeu, c'est de tester ce qui est flou et ce qui va devenir net demain. Alors, je ne sais pas, qui est Julien? Bonjour Julien. Ce qui est flou et ce qui va devenir net demain. Donc, vous avez des signaux, on a parlé d'agences de location d'amis, de plein de choses. Si je ne l'avais pas évoqué, vous ne l'auriez peut-être pas forcément vu. Et puis moi, il y en a peut-être plein que je n'ai pas compris. Mais je me suis dit, tiens, cette notion d'agence de location d'amis ou cette notion de successful users, elle dit quelque chose déjà en l'état du monde vers lequel on se dirige. Donc, c'est intéressant de les collecter. Voilà une réponse sur signal faible. D'accord? Alors, deuxième champ, la révolution du bilan. Donc, chez Futurbulence, on implique des intervenants, parce qu'en fait, il y a plein d'experts partout qu'on ne voit jamais trop dans les médias et qui sont super intéressants. Donc, récemment, on a reçu, certains sont connus, on a reçu Pierre Larouturou, qui a monté qui est en train de monter un mouvement politique et essaie de remplacer le PS. On a reçu Pascal Lamy, qui est l'ex-DG de l'OMC, qui a failli être un petit nom, mais il ne voulait pas, c'était les Verts, tout ça. Et on a reçu Laurent Alexandre. Et Laurent Alexandre, en fait, c'est quelqu'un qui était initialement, il a fait un nombre de trucs bien élevé, il était polytechnicien, énarque et chirurgien urologue. Bon, en fait, derrière, il a créé Doctissimo, que vous devez connaître, une plateforme, alliance, justement, de multitude, il a bien compris les choses entre les usagers et donc quelque chose de désintermédiaire entre les usagers et les docteurs. Ça s'est très bien passé pour lui avec Doctissimo. Et en fait, ensuite, il s'est dit, il y a un truc qui est en train de se passer, il s'est spécialisé en génétique. Donc, il est devenu une des cinq seules personnes capables de décrypter le génome humain en Europe. Voilà ce qu'est Laurent Alexandre aujourd'hui. Et quand on l'a reçu, il nous a parlé d'un truc. Il nous a dit, il se passe quelque chose aujourd'hui. Et il nous l'a expliqué en ces termes. Il nous a dit, qu'il y avait, vous devez connaître la loi de Moore, évidemment, du doublement de la puissance des processeurs chaque année. Il rajoutait un élément qui est que Moore lui-même pensait que grosso modo 10 ans après qu'il ait énoncé cette règle serait caduque. Elle n'existerait plus. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le nombre de la puissance des processeurs à 10 ans après. En fait, elle est toujours active, cette loi, contrairement à ce que pensait Moore lui-même. Et surtout, on sait aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui sait qu'elle est active encore pour au moins 20 ans. Il y a une deuxième chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une convergence d'un certain nombre de technos qui vont s'auto-enrichir les unes les autres. Donc, c'est des technologies NBIC, donc c'est des nanotechnologies, c'est des biotechnologies, c'est l'intelligence artificielle et c'est les sciences cognitives. Tout ça va s'auto-nourrir mutuellement. Et de ce point de vue-là, en fait, l'image, moi, que j'ai récupérée, donc là, en fait, c'est censé être l'Everest, 8840 mètres, mais j'aimais bien la photo, on parlait du Japon tout à l'heure, donc on va prendre pour hypothèse que Fujiyama fait 8835 mètres, et donc là, on dit que si ça double chaque année, ça veut dire que si en 2035 on atteint le sommet de l'Everest de 8848 mètres d'un point de vue technologique, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2014, on en est à 8 mm. Vous imaginez que toute la technologie que vous utilisez au quotidien, sans doute pour certains d'entre vous beaucoup mieux point, elle représente 8 mm de l'Everest qu'elle sera en 2035. Ça veut dire qu'on s'oriente vers un monde qui est inenvisageable. Et il va se passer des trucs, et c'est aussi pour ça que je vous disais que vous avez une chance incroyable, c'est que vous allez vivre des révolutions qu'on est encore incapable d'imaginer. Un petit détail près, c'est que compte tenu de l'existence de ces 8 mm aujourd'hui, contrairement à avant, on est capable d'anticiper, si on prend pour hypothèse qu'on va arriver en 2035 à 8848 mètres, qu'est-ce que ça peut faire d'un point de vue techno, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir comme type d'usage. Laurent Alexandre, il dit, le truc principal, c'est la santé. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous dans cette salle qui a envie d'être malade ou mourir. Bon, donc il y a une demande.
Derrière, ça veut dire que de la même manière au début du XXe siècle, une révolution de la matière, l'automobile, tout ça, là il y a une révolution du vivant qui est en train de se produire, on va pouvoir décrypter le génome, et il va se passer pas mal de choses. Je vais en citer deux, qui posent en tout cas un certain nombre de questions. Le premier, c'est, là si vous avez l'image d'une rétine. Alors une rétine, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est 1 million de pixels. Voilà. Et vous savez peut-être, vous avez vu passer un signal faible, un autre signal faible, qui est que la première rétine artificielle a été créée, assez récemment. Elle fait 7 pixels, je crois. Enfin, elle ne fait pas beaucoup de pixels. Et de la même manière que les portables que vous avez dans vos poches, les smartphones que vous avez dans vos poches, initialement, les appareils photo, enfin moi j'ai connu une époque où les appareils photo, on ne connaissait rien. Bon, aujourd'hui, l'image est quand même plutôt pas mal, et je ne sais pas combien il y a de millions de pixels, on a progressé. Ça va être pareil sur le plan de la matière, ça va être pareil sur le vivant. Donc concrètement, cette rétine artificielle qui fait 7 pixels aujourd'hui, je viens de dire qu'aujourd'hui, la nôtre, enfin celle de chacun d'entre nous dans cette salle, elle fait 1 million de pixels. Qui va dire à un moment, stop, vous avez une population aveugle, par exemple, vous pouvez leur greffer des rétines artificielles, et on en est à 3 millions de pixels. Qui va faire le mot en disant, non, les gars, on s'arrête à 1 million de pixels parce qu'ensuite c'est plus vraiment humain. Mais on va y venir en tout cas. On va y venir à ces questionnements-là. Et je pense qu'il peut être intéressant de s'y intéresser dès maintenant. Un autre exemple, mythique. Alors, mythique, aujourd'hui il y a pas mal de champs que vous remplacez. Le but du jeu c'est de matcher entre des hommes et des femmes pour essayer qu'éventuellement il y ait des enfants derrière tout ça. Bon. Si on décrypte le génome, qui est en passe d'être fait. Vous savez comment ça passe, cette décryptage du génome. Hein. En 1983, au tout début, il y a eu le Human Genome Project qui était aux États-Unis. On a décrypté le génome d'une personne, ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2013, on est capable de décrypter le génome de n'importe quel d'entre vous pour 1000 dollars. Et grosso modo, en 2015, c'est estimé à moins de 50 dollars. 3 milliards, en 83. 50 dollars. 50 dollars, ça veut dire que grosso modo, chacun de vous, dans sa poche, aura d'ici 2-3 ans sur une clé USB ou dans le cloud, ou je ne sais pas où, enfin peu importe, son génome. Et ça veut dire que, de ce point de vue-là, parce que je n'ai pas envie de parler de technique, moi je vous parle d'usage, c'est-à-dire que quand vous aurez le mythique version 7 de 2016 ou 15-16, vous aurez vraisemblablement un champ dans lequel vous y inclurez votre génome et on verra s'il y a un matching avec le génome de votre partenaire pour voir si vous avez des enfants. Et si vous avez accès à cette information, si vous êtes vous interrogez-vous, si vous pouvez faire ça, est-ce que vous le ferez? Vous êtes certain que grosso modo ça va matcher, qu'il n'y aura pas de problème pour vos enfants. Vous allez voir les films, Megataka, tout ça, on va être capable de le faire en fait. C'est une question. Le problème, c'est que tel qu'on est embarqué, il y a un point que vous devez garder sur peut-être deux mots-clés sur ces aspects-là qui sont que la bioéthique, c'est un cadre législatif spécifique à chaque pays. On fixe des barrières, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on ne veut pas un champ comme ça sur l'éthique, on fixe tout ce qui a trait au début ou à la fin de vie notamment, c'est les axes principaux. Ces lignes bioéthiques, c'est des lignes Maginot, parce que si nous on ne le fait pas, si vous là j'envoie les deux dans un sac et dit ah non, moi je ne le ferai pas, il y en a d'autres peut-être qui vont le faire. Donc s'il y en a d'autres et beaucoup qui le font, de toute façon ça va venir. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur ces sujets-là. Et au final, sur cette révolution du vivant, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a plein de gens, et Google en fait partie en l'occurrence, il y a un courant qui s'appelle le courant transhumaniste qui dit on a le droit de disposer de son propre corps. C'est un courant qui défend cette idée-là, qui est un courant très puissant, qui est un peu sous-jacent, c'est un signal faible qui est en train de devenir très très fort. Si vous commencez à taper ça sur Google, vous allez trouver beaucoup d'articles associés, et qui dit, grosso modo, mais si j'ai pas envie de vieillir et j'ai pas envie de mourir, j'ai le droit, si les moyens technologiques me donnent la possibilité de rester sain, vivant, et de vivre. Laurent Alexandre dit en substance que, je sais pas nous, moi j'ai une petite fille qui a 14 mois, d'après lui, grosso modo, elle c'est sûr, elle vivra 1000 ans. C'est sûr, lui il fait le pari à 100%. Bon, a-t-il raison? Non, mais il y a un courant qui dit on a le droit d'aller dans cette direction. Et d'autre part, il y a un autre courant forcément alternatif qui est un courant qu'on pourrait qualifier de bioconservatisme, qui dit c'est intéressant de s'interroger justement sur ce qu'on est nous en tant qu'humains. Est-ce qu'on a envie de dépasser un certain nombre d'étapes? J'ai mis une flèche de cette forme-là pour vous dire que ce qui va se passer au XXIe siècle,
Ce qui va se passer pendant votre génération, c'est qu'on va devoir prendre des décisions qui engageront le reste de l'humanité, dans tous les cas, compte tenu de l'évolution des technos. Donc c'est à vous. C'est vous qui aurez à faire ses propres choix. Voilà. Et de la même manière que sur l'évolution de la matière, on n'a pas demandé aux Péruviens ce qu'ils pensaient de l'automobile, le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train de se passer, si je caricature, en Chine et sur la côte ouest des États-Unis. En l'état actuel des choses, on pose la question aux Européens, c'est pas encore gagné. Je vous invite à réfléchir au sujet. Donc voilà. Au final, moi j'ai quelques questions à vous poser pour clore cette conférence. La première d'entre elles, c'est est-ce que vous voulez être ça? Vous voulez juste ça? Il y a du rouge qui se lève. Ah oui, on va répondre là. S'il y a un verre, il explique sa position. Hein. Ok. Bon. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, je vais prendre la défense du verre. Je vais prendre la défense du verre. Donc ça, c'est une photo que je voulais, c'est moi qui ai fait la photo, c'est dans Philosophie Magazine, et c'est un article sur Michel Serres. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Michel Serres, qui est un philosophe assez intéressant. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces théories, mais grosso modo, il parle d'un personnage qui est vous, qui s'appelle Petite Poussette. Donc Petite Poussette, c'est celui qui utilise 7 pouces en permanence sur son téléphone portable, maintenant. J'aime bien sa décomposition du mot maintenant, en tenant dans sa main. Et donc c'est du temps réel, du temps présent en permanence. Et en fait, ce qu'il dit, Michel Serres, c'est la chose suivante. Il dit, au XVIIe siècle, en fait, on n'avait plus besoin de mémoire. Après l'imprimerie, pardon. À la révolution de l'imprimerie, on avait plus besoin de mémoire. Il y a Montaigne qui disait à l'époque, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Puisqu'on commençait à imprimer des livres, autant les avoir imprimés, et ça ne sert à rien d'en garder la mémoire. Ça, c'était la révolution de l'imprimerie. Aujourd'hui, on a la révolution numérique. La révolution numérique, de la même manière que sur la révolution de l'imprimerie, on disait il n'y a plus besoin de mémoire, puisque la mémoire du monde est accessible sur les livres. Là, en fait, vous n'avez plus besoin d'imagination a priori. Pourquoi? Parce que vous avez accès à peu près à toutes les images du monde. Je pense que j'ai mis aucune source, je suis en mode hacking total. Il y avait plein d'images Flickr, etc. Bref, j'ai cherché, quand j'ai créé cette conférence, j'ai cherché tout ce qui pouvait avoir lieu pour animer mon propos. Et vous avez accès aussi à toute la connaissance du monde, puisque vous avez accès à plein de web services qui créent de la connaissance pour vous. Donc, il vous reste une tête toute légère. Toute légère. Donc, ensuite, une fois que vous avez une tête légère, c'est là où on revient au thème de cette conférence sur vous. C'est à vous de faire le choix. Est-ce que cette tête toute légère, vous voulez que ce soit une tête vide? Ou est-ce que vous voulez que ce soit une tête intelligente, qui a accès à des savoirs, qui a accès justement à l'ensemble de ces services, de la connaissance, des données, etc., pour justement en faire ce que vous voulez faire? Voilà la question que je voulais vous poser. Et de la même manière que Blaise Pascal, représenté ici, à l'époque, faisait un pari dans un ouvrage qui s'intitule Les Pensées, donc dans le fragment 233, un pari sur l'existence de Dieu. Donc, il y a tous les développements, grosso modo, il fait des probas. Et il dit, au final, vous pouvez dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si vous pariez sur l'existence de Dieu ou l'inexistence, il fait l'ensemble des probabilités. Il dit, bon, en fait, s'il vaut mieux faire un pari, donc c'est le pari pascalien, il vaut mieux faire le pari de l'existence de Dieu, normalement, vous vous emporterez mieux. Voilà ce que dit Pascal. Donc moi, ce que je vous invite à faire avec moi aujourd'hui, c'est un pari 2.0. Vous avez le monde qui change, ou le monde ne change pas. Choisissez votre hypothèse. Et ensuite, vous pariez sur votre capacité propre à changer avec le monde et à faire évoluer le monde dans une direction qui vous semble bonne, ou vous pariez sur votre incapacité à changer. C'est votre choix. C'est votre choix et c'est ce que je vais vous demander de faire maintenant. C'est si vous faites le choix de votre capacité à changer et que vous considérez que le monde va changer, vous pouvez lever fièrement votre panonceau vert, et sinon, vous pouvez lever le panonceau rouge. C'est à vous. Alors, je vais faire ce que je vais trouver. Alors, j'ai 90% de vert, 15% de rouge, et j'ai un... Alors, il y en a deux, je vais en prendre deux qui vont s'expliquer. Un en vert et rouge et en rouge. Alors, en vert et rouge, oui, vert et rouge, pourquoi? C'était vert. Est-ce qu'il y a un vert et rouge qui souhaite expliquer pourquoi sa position est verte et rouge? Oui, le micro. Alors, je pense qu'effectivement, on a tous un peu la capacité
complètement d'accord avec vous. Ensuite, le truc, c'est qu'il y a bien un moment où vous devez avoir ce déclic en interne pour vous dire s'il y a des gens autour de moi qui vont dans cette direction, j'accepte d'aller dans cette direction qui est très légèrement différente de la manière dont, dont les règles du jeu étaient établies jusqu'à présent. Mais vous avez parfaitement raison. C'est faire partie d'une alliance avec d'autres qui vont dans la même direction. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Dash Barbare sur cette partie-là, c'est que c'est ces gens-là qui, en gros, disent je fais le pari que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et qui font le pari que dans le verre à moitié plein, eh bien, ils parient sur eux-mêmes, ils croient en eux-mêmes pour pouvoir aller dans cette direction. Donc ça, c'est ce que tu dis est tout à fait juste. Il y avait des rouges aussi. Il y a des rouges qui veulent relever leur... Ah oui. Oui. Je vais juste donner le micro. Ah oui, vas-y, vas-y. Oui. Alors ça serait une question de quoi si c'est pas une question d'adhésion? Ben, je suis d'accord. Moi, ce que j'essaie de vous livrer aujourd'hui, c'est quelques clés de compréhension pour voir si vous souhaitez, en tout cas, vous interroger. Juste un petit truc, un truc personnel qui m'est arrivé, c'est que encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais il y a différents modes de raisonnement, il y a de l'analytique, de l'intuitif, etc. Moi, pendant une grande partie de ma vie, et c'est comme ça que j'ai été élevé, et ce que le système d'éducation m'a appris, j'ai raisonné de manière exclusivement analytique. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que le temps passait, que je me barricadais et que je me protégeais en utilisant que cette partie purement analytique. Parce qu'en fait, ça me permettait de faire des super dossiers, des super slides, c'était ultra bien fait. Donc quand je défendais des dossiers en comité de direction, je savais quoi défendre et je me rassurais parce que j'avais des gros tableurs Excel derrière pour défendre mes idées. Mais quand j'ai commencé à faire ce chemin-là, qui était effectivement moins une adhésion qu'une compréhension et qu'une envie d'aller dans cette direction-là, en fait, j'ai pris un risque, j'ai sauté un peu du plongeoir et en fait, c'était encore bien mieux. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à d'autres parties de moi-même qui sont des parties beaucoup plus intuitives. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais, si on caricature, beaucoup moins bien préparé en réunion et pourtant, ça marcherait mieux. C'est intéressant de vous poser la question aussi sous cet angle-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire ce qui est analytique n'a aucun intérêt, et surtout pas. Et ça veut dire qu'en tout cas, si vous le mettez en complémentarité d'autres types d'intelligence que vous avez en vous-même, je pense que ça peut être intéressant. Et il y avait un rouge là-bas. Oui, je dirais, quel pari? Vous ne nous demandez rien en fait. Puisque vous avez fait la démonstration pendant 1 heure et demie sur le fait que ça arrivera. Et là, maintenant, à l'arrivée au dernier slide, vous me demandez est-ce que vous allez faire un effort de quoi? De rien. Et finalement, il manque une chose. J'ai une révolution technique qui a commencé il y a le XVIIIe siècle, elle s'est accélérée. Il y a ce magnifique livre de la théorie de l'information, Bélanger, qui a fait les dernières accélérations. Vous tissez les prochaines lignes. Mais tout ça, c'est encore de la technologie. Et cet aspect cognitif que vous avez cité tout à l'heure extrêmement rapidement, il n'est toujours pas là. On est toujours, je dirais, à un âge galiléen sur ce point-là. Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, ce que j'ai d'abord, il y a un point dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, j'ai fait un développement. En préparant cette conférence, j'ai bien pris soin. Il y avait un truc qui est important pour moi, c'est de ne surtout pas vous apporter de réponses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de soulever quelques questions. C'était ça. Ensuite, le raisonnement tel que j'ai tissé, c'est le mien. Et je vous ai mis en évidence quelques concepts. Il y avait d'autres que j'ai dû passer sous silence, parce que je suis complètement d'accord, il y a d'autres éléments qu'on pourrait citer, et je pense qu'effectivement, on a encore pris Galilée dans ce point de vue-là, j'en suis convaincu. J'ai prévu articuler sur cette partie-là, mais je suis tout à fait partant pour faire travailler sur un chapitre 2 de la conférence sur notre sujet. Mais aujourd'hui, le but, c'était pas de vous apporter des réponses, c'est voilà un panorama, voilà celui que moi je dresse, interrogez-vous sur ce panorama-là, et voyez si il vous convient, si vous êtes en accord avec ce panorama. Si ce n'est pas le cas, ça va vous amener à vous interroger dans quel panorama moi je vois, et ensuite vous continuerez vos interrogations. En gros, on va faire du Socrate, quoi. On sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien, donc la métaphysique socratique, on va se poser des questions, et puis vous allez tous vous poser des questions, puis vous aboutirez à vos propres résultats, dont j'espère bien qu'ils ne seront pas similaires aux miens. Simplement, quand j'essaie de résumer sous cette forme-là, c'est de dire, à un moment ou à un autre, il y a pas mal de choix dans lesquels c'est un peu compliqué. Moi, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à penser que mon champ est plutôt que autant être dans la bonne perspective.
Et interrogez-vous sur ce que ça représenterait pour vous. C'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce que ça représenterait pour vous d'être de ce côté vert? Pour vous, chacun d'entre vous individuellement. C'est ça la question que vous devez vous poser. Voilà, alors. Ah oui, il faut des gourous. Ouais. Bah, si, bien sûr. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avis communs algorithmiques qui sont en train d'être co-créés en permanence. Donc, on revient à l'exemple de la House of Cards. Que vous vouliez ou non, House of Cards est proposé en produit fini. Alors, je ne sais pas qui, pardon. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais House of Cards, de toute façon, il est en train d'être créé et la plupart des gens y adhèrent. Donc, ensuite, vous aurez, je pense que ce que vous êtes en train d'imaginer, il y a sans doute, d'un point de vue purement cynique, des sous-segments de marché qui sont associés à avoir une personne unique, sur lesquels les sociétés vont se positionner pour dire « Regardez, moi j'étais un vérité parce que je suis le leader de tel ou tel type de sujet ». Maintenant, ma conviction, c'est que d'un point de vue de sous-répartition de l'univers, il y a un ensemble plus vaste qui est en train de se développer, qui est celui de l'avis commun et algorithmique, et un ensemble qui est en train de se restreindre de l'autre côté. Il reste présent, mais je pense qu'il est en train de se... Voilà, je pense. Ça répond à votre question? Antoine? Oui. Ouais. Il faut noter aussi que la vie algorithmique est entre les mains du codeur. C'est important de réaliser, c'est la façon dont l'algorithme... Ouais, la façon dont l'algorithme va être implémenté et codé va complètement déterminer la façon dont les gens vont le suivre et réagir par rapport à ça. L'exemple que je prends souvent, c'est celui de Facebook qui a créé des statuts qui ne correspondent pas du tout à l'état civil français, et pourtant on s'en sert. C'est devenu une vraie donnée de société de déclarer qu'on est dans une relation ouverte, qu'on est dans les complicated, etc. C'est quelque chose qui n'existait pas autrefois, qui n'est pas sur les formulaires de l'état civil, mais qui sont devenus une réalité. Et ça, c'est entre les mains d'un codeur qui a rentré ça dans le système. Et l'algorithme qui détermine ce que c'est le meilleur film aujourd'hui font la même chose involontairement, mais c'est pas un producteur qui le fait, c'est un codeur qui améliore les algorithmes. Il n'y a pas de subjectivité dans la constitution même de l'algorithme apporte sa propre subjectivité. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment ce sujet, je voulais citer quand on parlait de Henri Vernet, la décalage, c'est que donc l'algorithme, c'est pour faire en sorte de jouer sur votre mur Facebook, c'est faire monter en plus haut, etc., en fonction de vos interactions, tout ça. Lui, ce qu'il a fait, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que donc, il a créé son propre algorithme de traitement, et son but du jeu, c'était de faire en sorte que ça soit les données les plus pertinentes qui remontent. Donc il a dit si une série est la plus longue possible, elle va remonter. Si elle court un champ géographique le plus large possible, elle va remonter. Si elle est réutilisée un certain nombre de fois, elle va remonter, etc. Donc il a fait des bonnes pondérées dans l'ensemble de ces critères. Et c'est vrai que c'est lui qui l'a décidé, enfin leur équipe de codeurs qui a décidé. Il a fait un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que je trouve que ces champs qu'on remplit là, ils sont complicated, où mon nom, mon prénom, mon adresse, ce qui est toujours un peu compliqué de remplir, on n'a pas très envie de le faire. Lui, il a mis en place un système qui je trouve intéressant, c'est des champs qui sont des macro-données, des métadatas, donc il a besoin, sauf qu'il les a rendus non obligatoires, alors que dans la plupart des sites, elles sont obligatoires, on a besoin de se donner de notre part. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inclus dans son algorithme de traitement, une petite ligne de code qui dit si vous avez rempli vos métadonnées, en fait, vous allez remonter aussi vos articles. Enfin, vos articles vont apparaître plus en haut de page. Résultat, à un moment, au début, le rapport coût-bénéfice de remplir ces métadonnées est perçu comme étant un peu important, on n'a pas envie de le faire. En revanche, à partir du moment où on est rentré dans la mécanique et qu'on a envie de le faire, bah là, le rapport coût-bénéfice, en fait, il aussi du côté du bénéfice. On se dit, bah, passer 5 minutes à remplir mes données pour pouvoir remonter de quelques crans, pourquoi pas. Ce qui était aussi un truc assez... enfin voilà, c'est un autre exemple d'usage, encore une fois, bien, pas bien, peu importe, mais c'est un autre mode de fonctionnement sur justement la question des algorithmes. Bon.
Ah oui, alors sur les... Ça me semble évident dans votre discours, mais c'est pas la transition. Alors, sur l'économie de la fonctionnalité, je suis complètement d'accord, à tel point d'ailleurs que je commence à réfléchir à éventuellement monter, de la même manière qu'il y a eu des Blablacar qui se disent en banque ou autre, à monter une société sur le sujet. Donc là, je peux me relancer. Je pense que voilà, on va boire des bières, on en parle, mais c'est un sujet extrêmement important. Effectivement, moi je fais le pari de l'économie de la fonctionnalité et de l'économie d'usage plutôt que l'économie de... Oui. Ah oui, parce que je l'ai pris comme hypothèse. C'est vrai que vous avez raison, parce que j'ai tellement pris comme hypothèse fondamentale que j'ai même très clairement pu évoquer. Mais là, c'est vrai que si je rentre dans ce sujet, ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est vraiment, il faudra dire aux gens l'importance de... Voilà. D'autres questions? Moi, je voudrais demander, je voudrais faire un vote qui a envie de vivre 1000 ans. Vert, c'est Ville Milan, et rouge, c'est pas Ville Milan. C'est une bonne maison. Reviens peut-être sur la salle de avec la flèche. Voilà. En fait, vous êtes en train de vous positionner là-dessus, là. Alors, on a dit rouge, c'est pas Ville Milan. C'est un plan drague en fait. Ah oui, moi je vote. Bon, pour quelqu'un, une feuille pour moi. Non, donnez-moi les deux. Tiens, Antoine. On a un... Ah, c'est bon. Alors, il faudra peut-être prendre une photo d'ici, de ce truc-là, là, ça pourrait être marrant aussi pour avoir un résultat du vote, on va mettre en ligne et tout. Bon, donc, Alors levez bien haut, hein. Levez bien haut. Donc, Vive Milan en vert et pas Vive Milan en rouge. Ok, donc ça c'est intéressant. Fabio, tu comptes quoi en pourcentage là, à peu près là? Ouais, je fais 60% de rouge. Enfin, c'est juste de rouge, enfin, pas dans la main. Il y a 60%, ouais, Allez, c'est ça, Mathieu. ouais, 60% de rouge, 40% de vert. Intéressant. Moi, à titre personnel, je vote rouge en étant convaincu que de toute façon, ça risque de m'arriver quand même. Mais voilà. Mais cela dit, encore une fois, c'est intéressant cette question. Elle est très très intéressante cette question. Parce qu'elle est intéressante à l'instant T. Et ensuite, il va se passer 10, 15, 20 ans. Mais il faut que vous la posiez dès maintenant. Peut-être que d'ailleurs, votre point de vue va évoluer. Peut-être que si on refait cette conférence dans 10 ans, 15 ans, il y aura plus de vert ou plus de rouge, etc. Mais ce que je trouve intéressant de faire, c'est de commencer à vous poser cette question-là. Parce qu'ensuite, vous devrez vous positionner d'une manière ou d'une autre par rapport à ça. Donc merci d'avoir posé J'en ai une la autre. question sous cette forme. Oui. Pour ou contre l'eugénisme intellectuel? Tu sais que Luc était vraiment méchant, parce que, donc c'est Luc qui a écrit la slide avec les scientifiques. C'est un barbare. Il est méchant parce que la partie sur l'eugénisme intellectuel, j'avais une slide associée à ce sujet-là, que j'ai virée, parce que, je vais être très franc, je ne me sentais pas assez armé pour en parler ou la défendre. Parce que ça fait appel à des notions de bioéthique que je ne maîtrise pas suffisamment, et donc je ne voulais pas livrer cet exemple-là. Je ne me sentais pas assez à l'aise en fait pour être clair. Je veux dire, ça s'est fait il y a 20 minutes, enfin avant la sortie, il y a une heure ici. Voilà, donc... Je sais pas si personne ne veut voter. Pas Pas obligé de voter. Pardon? Non, mais on peut peut-être lui donner le micro pour qu'il développe un instant et puis après on vote. Ah bah oui, on peut. Développe si tu veux du faire pour le coup. Alors, je termine les votes, je veux juste faire un point de temps. Il est 19h30, 5, 40. Jusqu'à 20h. On a jusqu'à 20h, ok. Enfin, ceux qui en ont marre peuvent partir. À quelle heure? Ok, on va faire un vote. Est-ce que vous voulez vous arrêter dans 20 minutes, donc à 20h. Levez le vote sera à 20h. 20h ou après. Ok, 20h c'est trop tard. Dans 10 minutes. Et les autres, c'est moins ou plus que j'arrive à estimer le temps, quoi. On verra. On verra.
Bon, 10 minutes, ça vous va encore? Ouais. On est bon? Ok, on donne encore 10 minutes. Alors, Donc l'eugénisme intellectuel, c'est la capacité à choisir le QI de son enfant. Je simplifie, hein. Voilà, et pour aussi distant que ça puisse paraître, le big data va nous permettre de choisir le QI de notre enfant. Et est-ce que vous pensez que vous avez envie d'aller par là ou pas? derrière, je complète un tout petit peu, je me lance. Derrière, il y a un programme en fait, qui est actif en Chine, qui est justement du décryptage du génome pour voir quelles sont chez les surdoués, pour voir quelles sont les séquences associées au génie. En fait, on essaie d'identifier s'il y a des séquences communes qui expliquent le génie. Et l'objectif, donc c'est le gestionnaire se prend en Chine à 32 ans. Il fait ses études sur à peu près sur un échantillon extrêmement large. Et l'objectif qui lui est alloué et qu'il pense réellement pouvoir atteindre, c'est d'augmenter le QI moyen des Chinois de plus 30 points en 20 ans, je pense, comme ça. Enfin, de plus 30 points sur une zone de temps à déterminer. Excusez-moi, je ne suis pas très précis, je suis un peu très bien. Mais il pense pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc ça veut dire que c'est réalisable, ce qui a raison. En tout cas, il y a des gens qui pensent que ça l'est. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on considère que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous n'aviez pas dit au début de la réunion qu'il fallait, pour avoir une certaine forme d'intelligence, avoir une certaine diversité. Ah, moi j'en suis complètement convaincu. Alors ensuite, oui, parce que là ça pose d'autres questions. Peut-être que le QI, c'est des critères de pondération spécifiques qui font appel à des types d'intelligence spécifiques. Là, les Chinois ils disent on va dans une direction unique qui est. Mais les intelligents, ils ont raison, c'est que si vous augmentez ce truc-là sans descendre les autres paramètres qui sont des intelligences émotionnelles ou autres, de toute façon, la moyenne globale va augmenter, donc les gens sont. Est-ce que. Enfin. Et en tout cas, en tout cas, oui, vous avez raison. Mais en tout cas, ils le font quand même. La question est peut-être un peu brute de fonderie, mais le principe, la big data, hein, c'est analyser les génomes de 7 milliards de personnes, comprendre les caractéristiques de différentes personnes. C'est aussi se doter de la capacité, aujourd'hui pour connaître le génome d'un fœtus, il faut faire ce qu'on appelle une amniosynthèse, ce qui est une opération un petit peu risquée quand même. Et d'une part, et d'autre part, il faut attendre 20 semaines ou 24 semaines, je ne sais plus, de grossesse, ce qui fait qu'au moment où on peut connaître le génome de l'enfant, on ne peut pas faire un avortement libre, il faut faire un avortement thérapeutique, donc contrôlé par l'État, dans des pays comme la France. Sauf que la puissance de calcul, la loi de Moore, les big data vont permettre, par un prélèvement sanguin, de trouver les petites traces de molécules qui ont filtré la barrière placentaire et donc de récupérer le génome du fœtus dès la première ou la deuxième semaine. Et quand vous êtes dans la deuxième semaine, vous pouvez avorter simplement de votre plein gré, de manière volontaire. Voilà, c'est un droit aujourd'hui qui fait que finalement, au bout de 2 semaines, on peut vous dire il a les yeux bleus ou pas, et puis si vous n'avez pas envie si ça vous plaît ou pas, vous pouvez avorter, puis personne ne pourra vous demander votre avis. Donc aujourd'hui, on peut facilement vous dire s'il a les yeux bleus. On peut assez facilement vous dire s'il est trisomique. Mais demain, on pourra vous dire s'il sera grand, petit, intelligent, large, etc. Et de la même manière, on vous dira, et puis après, vous pourrez décider. Puis quand vous serez dans votre deuxième semaine, la mère sera dans sa deuxième semaine de grossesse, et pourra très bien décider ce qu'elle en fait. Donc en fait, l'eugénisme intellectuel, je vous pose la question si on est pour ou si on est contre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le fait. On le fait, mais que dans un sens. C'est-à-dire que si on voit que l'enfant a un QI inférieur à 40, qu'il a la trisomie dont je parlais tout à l'heure, on a le droit à un avortement thérapeutique, même à 20 semaines ou 25 semaines de grossesse. Donc on le fait de manière inversée. C'est l'exemple des aveugles de tout à l'heure. Si on est aveugle, on a le droit d'avoir une opération chirurgicale qui va vous mettre des yeux à 10 millions de pixels. Mais au début, on commence en disant que c'est pour réparer un handicap. Puis après, il y a un moment où le handicap, les technologies vont permettre d'augmenter l'homme. Et puis, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui va commencer à vouloir l'augmentation.
Donc effectivement, il y a plein d'exemples qui montrent que dans cette lutte qui est en train de s'opérer entre le conservatisme et le transhumanisme, si j'avais mieux fait ma slide, en fait, je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre en beaucoup plus gros côté transhumaniste, compte tenu de l'évolution des choses, il y a en fait, la partie qui a plus de chances de gagner en l'état, c'est sans doute la partie à droite. Voilà. Je voudrais terminer par une dernière question, parce qu'ensuite, il faut s'arrêter. La meilleure chose pour une fin, c'est... Moi, j'avais un objectif en venant ici, donc je l'ai fait vraiment à la demande de Fabio et Benjamin. L'objectif, c'était de répondre au cahier des charges, et puis ça me permettait de passer quelques messages. Donc j'ai pris pas mal de temps à préparer ce truc. Est-ce que vous repartez, et vous allez répondre en vert, oui, en rouge, non, c'est la dernière question. Est-ce que vous repartez avec plus de questions que quand vous êtes entré dans la salle? Vert, c'est oui, et rouge, c'est non. C'est mon objectif. Il va atteindre mon objectif. Merci.